Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Le Code du tourisme fixe les règles de l'organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé, comment vas-tu? Bonjour François, au top. Et toi? Ça va super. Tu sais, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours un moment de plaisir et de partage enrichissant, qui donne la banane, qui donne envie et qui met en joie. Donc, et pourtant, on parle de droit. Ah ouais. C'est dire comme ce sont des moments de qualité. Exactement, parce que tu sais, avant qu'on commence ça, tu as tout à fait raison. Moi, le droit, oh là là. Mais oui, toi et tant d'autres, hein. Exactement. Et je trouve que c'est super parce que moi, ça me familiarise avec le droit et ça me donne un autre regard où justement, c'est aussi une opportunité pour moi d'être plus transparent, aussi vis-à-vis de mes clients, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger. C'est l'idée, c'est de donner des réflexes et une autre perspective. Exactement. Alors, en parlant d'une autre perspective, on va aborder un sujet, moi, je me souviens, qui était difficile pour moi à gérer quand j'étais dirigeant d'hôtel. C'était les avis des clients sur les réseaux sociaux, style TripAdvisor, etc., où je trouvais que des fois, c'était franchement injuste ou injustifié, ou voire même, est-ce que c'était pas excessif, est-ce que c'était crédible, est-ce que c'était vrai, etc. Et puis j'ai eu des cas aussi où des clients qui étaient dans l'hôtel et qui avaient écrit déjà sur TripAdvisor, des commentaires négatifs. La question que je me posais, c'est quelle est exactement l'intention derrière ça? Et je dois avouer que, on parle quand même de ça il y a plus de 10 ans, que j'étais vraiment en terre inconnue. Je savais pas complètement gérer ça. Ensuite, je me souviens avoir eu des gens qui m'ont contacté en me disant, écoutez, si vous voulez un bon commentaire sur tel et tel réseau, ça serait sympa que vous fassiez un geste lors de mon séjour ou quoi que ce soit. Oui, un peu de chantage. Ouais, un peu de chantage, ouais. Donc ça te met dans une position quand même inconfortable, parce que toi, ton objectif au départ, c'est quand même de faire de ton mieux et de donner un service. Et que s'il y a un problème, parce que les problèmes existent, et c'est tout à fait normal, quand tu penses que quelqu'un qui reste dans ton hôtel pendant une semaine, les opportunités de problèmes sont là, elles existent, mais c'est de pouvoir les gérer. Alors moi, je me souviens, j'avais eu un directeur qui m'avait dit, il est toujours très important pour un dirigeant d'hôtel d'adresser et de prendre du temps à partager avec un client mécontent. Absolument. Parce qu'un client mécontent
à qui tu essayes d'échanger et de comprendre et d'apporter une solution Oui, devient un ambassadeur tout à fait. de ta marque et de ton hôtel. Et donc, c'est comment trouver le juste milieu, parce que là, quand on parle de la gestion d'avis sur les réseaux, eh bien là, par contre, il y a quand même le réseau qui est entre nous, il n'y a pas ce contact direct, Oui. et donc, c'est pas forcément facile. Alors, la question que j'ai pour toi, c'est déjà, comment on fait? Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense qu'il est évidemment, hein, on est dans de l'hospitalité, donc la relation avec le client, c'est le nerf de la guerre, que ce soit dans l'hôtellerie, mais aussi pour les agents de voyage, les offices de tourisme, enfin tous nos auditeurs potentiels. La relation avec le client, c'est la clé. Aujourd'hui, plus encore qu'il y a 10 ans, avant d'aller dans un établissement, et c'est particulièrement vrai dans l'hôtellerie-restauration a priori, les personnes regardent des avis, regardent des avis clients sur toutes les plateformes, les Google Avis, TripAdvisor, La Fourchette, voilà. Donc ça concerne tous les corps de métier, parce que moi il y a encore pas si longtemps, parce que c'était la semaine dernière, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contactée parce qu'elles faisaient face à des avis clients, et je mettrai, alors on le voit pas, mais je mets des guillemets à clients, parce que encore faut-il déterminer si c'est vraiment un client qui a laissé un avis ou pas, et se trouver totalement démunis face à ces avis clairement injustes, et ne savait pas comment réagir. C'est pour ça que, effectivement, je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, même si évidemment ça dépend toujours des cas de figure. La première chose qu'il faut essayer d'identifier, c'est de qui on parle. Cet avis, il émane de qui? Il émane d'un vrai client? Est-ce que c'est un client que vous pouvez identifier? Vous savez que ce client, il était mécontent, vous comprenez pourquoi, ou alors il vous l'a pas dit et il exprime sur ce réseau ou sur cette plateforme. Bon, ça c'est la première chose. Est-ce que c'est un vrai client et est-ce que ça fait suite ou pas, selon vous, à une expérience malheureuse de sa part, peut-être vécue d'une manière un peu disproportionnée de votre prisme, mais est-ce que c'est vraiment une expérience qui a été vécue ou pas? Ça, c'est la première chose, parce que si c'est un concurrent malveillant ou un tiers non identifié, c'est pas du tout la même chose. Si on est face à un commentaire qui émane d'un client, on sait qu'a priori, c'est quelqu'un qui a séjourné dans son établissement, qui est parti sur un voyage à forfait avec votre agence de voyage, qui est allé dans ce restaurant, dans votre restaurant. Bon, là, la première chose, c'est essayer de comprendre. Donc, il faut contacter la personne, l'appeler, essayer de comprendre ce qui s'est passé, peut-être offrir quelque chose, mais en tout cas, valider peut-être son expérience, sauf si, encore une fois, on est sur du mensonge pur et que l'unique but serait de nuire. Après, souvent, c'est que voilà, il y a une perception un petit peu forte de la part du client qui avait des attentes parfois un peu élevées, et les attentes étaient pas, voilà, c'était pas au rendez-vous, et donc il va y avoir des réactions un petit peu exagérées, notamment sur les réseaux, puisqu'encore une fois, il y a cet écran qui fait qu'on n'est pas en face de la personne à qui on laisse cet avis, et donc les personnes ont l'impression qu'elles peuvent aller un petit peu plus loin dans la critique. Donc déjà, c'est valider la critique, comprendre d'où elle vient et essayer de trouver une solution. Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Il faut le faire tout de suite, c'est-à-dire c'est dans les 24 heures, quoi. Parce que l'avis, en attendant, il est là. Donc évidemment, on n'appelle pas en disant merci de bien vouloir retirer votre avis, sinon je vous poursuis en justice. En tout cas, pas tout de suite. Parce que ça risque de créer l'effet inverse, et on veut surtout pas un emballement avec un nouveau commentaire disant j'ai été menacée, ça c'est le pire, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas que ça se transforme comme ça. Donc il faut plutôt essayer de comprendre, régler le problème, évidemment sans menacer. Bon, ça c'est la première chose. Normalement, on trouve des solutions. Moi, ce que je constate au cabinet, alors peut-être que j'ai que des clients bisounours, c'est possible, mais c'est que souvent, ils essayent de trouver des solutions et on trouve des solutions. D'ailleurs, sans même faire appel à un avocat, ils trouvent d'eux-mêmes des solutions pour satisfaire leurs clients. Il y a un grand sens de la satisfaction client dans notre secteur, vraiment. On en a parlé le mois dernier avec la médiation. Exactement, vraiment, je le redis, et je pense que c'est important de dire que des non-professionnels du tourisme, en tout cas moi je suis dans le secteur, mais je suis plutôt extérieure parce que je suis avocate, je le vois quoi, vraiment par rapport à d'autres secteurs que j'ai pu accompagner notamment par le passé, il y a un grand sens de la satisfaction client. Donc déjà c'est régler ce problème en essayant de le prendre à sa source et d'inverser la tendance en proposant aux clients des solutions pour qu'ils soient contents. Et soit il retire son avis spontanément,
soit vous allez répondre, parce qu'il faut toujours répondre. On laisse jamais un avis positif comme négatif d'ailleurs, hein. Idéalement, il faut répondre systématiquement. Répondre, bah voilà, je fais suite à notre échange, on comprend votre ressenti, nous sommes ravis d'avoir trouvé un terrain d'entente. Voilà, quelque chose qui laisse entendre que la situation a été réglée. Et donc cet avis, même s'il reste, bah, si quelqu'un regarde, il verra qu'a priori, vous avez fait le nécessaire pour contenter votre client in fine. Ou Voilà, alors, ça c'est important parce que ce que tu dis, dans le sens où il faut traiter aussi bien les mauvais que les oui, bons commentaires, oui, oui, parce que c'est vrai que les potentiels clients qui vont visiter ces commentaires vont voir aussi, c'est une manière de montrer comment tu interagis avec la clientèle. oui, Et je crois qu'on en avait parlé dans le passé. C'est aussi, quand il y a des bons commentaires, de pouvoir remercier tout à le fait. client. Tout à fait. Parce que l'humain, et c'est peut-être un peu malheureux, hein, mais a tendance à commenter quand ça ne va pas. Mmh. Donc il faut quand même remercier ceux qui prennent la peine de commenter quand ça va bien. Oui. Et moi, je me souviens, on m'avait dit, quand il y a une personne qui te dit que ça va pas, imagine qu'il y en a 10 derrière qui sont partis sans rien te dire. Oui, Donc, il y a un effet de boule de neige. Par contre, ils vont rien te dire à toi, mais par contre, lors de leur vie sociale diverse et variée, ils vont parler de leur expérience. tout à fait. Et c'est là où des potentiels clients vont aller jeter un œil sur les réseaux et voir Oui, justement comment tu interagis tout pour à se fait. faire une opinion. Tout à fait. Et d'ailleurs, alors on n'en a pas parlé parce que là on part du cas de figure où il y a déjà un avis négatif, mais idéalement, avant tout départ, surtout si vous savez qu'il y a eu à un moment donné un point de friction ou quelque chose qui s'est mal passé, évidemment qu'il faut échanger avec le client avant son départ et faire en sorte d'être sûr qu'il repart pas trop mécontent ou en tout cas pas suffisamment pour laisser un avis négatif. Mmh. Donc idéalement, évidemment, on solutionne le problème à sa source avant même le départ et avant que le client mette un commentaire négatif. Maintenant, une fois qu'il est là, bon bah il n'est pas trop tard pour essayer de résoudre le problème et de répondre. Mais d'abord, très vite, hein, là, il faut réagir vite parce que cet avis, il est néfaste. Ça veut dire que pendant 1, 2, 3, 5, 10 jours, si rien n'est fait, vous perdez de la clientèle. A priori, il va apparaître en premier, enfin, sauf si vous n'avez que des 5 étoiles et que l'avis semble presque faux, hein, parce que parfois ça se voit. On peut voir, oh Mmh. là là, on se dit ça c'est du sabotage, c'est visible, tout est, voilà, il y a 5 étoiles partout, sauf un, et ce qu'il dit ça a pas l'air de faire trop sens, mais c'est extrêmement rare. Donc de toute façon, ça met le doute à vos prospects, à vos futurs potentiels voyageurs. Donc faut réagir assez vite, faut appeler le client, faut essayer de solutionner le problème, faut répondre. Mais là on parle d'un vrai client. Là, on parle d'un client qui a séjourné chez vous, qui est parti avec vous, qui a mangé chez vous, et on peut encore faire quelque chose. Parfois, on peut pas identifier qui a Exactement, laissé parce l'avis. qu'il y a ils utilisent pas leur nom personnel, mais le nom Voilà, poupée d'amour ou je ne sais quoi. voilà. Poupée d'amour laisse un mauvais commentaire. On ne sait pas qui est Poupée d'amour. On ne sait même pas si Poupée d'amour a séjourné chez vous ou est parti avec vous. Mmh. Alors, parfois, on a quand même des indices. C'est-à-dire, dans le commentaire, on arrive à savoir si oui ou non, ça semble être un commentaire, bah, un vrai commentaire ou pas, hein. Mmh. On peut avoir des concurrents malveillants, on le voit, hein, des concurrents malveillants qui mettent des avis négatifs. Il y a des vraies campagnes de sabotage. C'est un enfer, c'est difficile à gérer, mais ça se gère. Quoi qu'il arrive, si cet avis négatif n'est pas du tout justifié, si vous ne pouvez pas tracer la personne qui l'a laissé et donc savoir si c'est un client ou pas, et du coup, bah, vous vous retrouvez coincé et il faut que cet avis disparaisse, il y a des outils juridiques pour le faire. Mmh. Donc, évidemment, chercher qui c'est, répondre, et puis après, voir s'il faut faire supprimer cet avis ou pas. Parce que s'il est trop néfaste et qu'il est absolument pas justifié, bah parfois, ça vaut le coup de le faire disparaître quand même, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, avant le juridique, d'aller voir la plateforme concernée, Tout à de dire, fait. ben voilà, ce commentaire est complètement injustifié, Tout etc. à fait. C'est la première étape. La première étape, c'est le demande de retrait auprès de la plateforme. Il y a des plateformes Google, pour les Google Avis, il y a carrément une procédure en ligne qui est dédiée. Et c'est pareil pour toutes les plateformes. Vous pouvez demander, solliciter le retrait d'un avis en expliquant en quoi c'est un avis
diffamant ou dénigrant, on va voir la différence entre les deux, et qu'il doit être retiré dans les meilleurs délais car il est néfaste et il nuit du coup à votre business. Donc ça, c'est la première étape. Soit ça marche, auquel cas on s'arrête là, pas de problème, soit la plateforme refuse ou ne répond pas. Et ça, malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Parce qu'il y a cette volonté de neutralité de ces plateformes-là. Donc, à moins que ce soit une incitation à la haine et à la violence, ou qu'il y ait des insultes, vous voyez. Bon, voilà. Là, effectivement, peut-être que la plateforme aura tendance à retirer. Sinon, dans un souci de neutralité, un avis qui serait simplement négatif ne sera pas retiré, même s'il est en réalité pas justifié. C'est là où le juridique intervient. Ça, c'est la première étape, c'est l'amiable. L'étape 2, c'est quand même envoyer une mise en demeure à la plateforme pour lui expliquer que si elle ne retire pas, on va devoir saisir les juridictions pour demander le retrait. D'accord ? Donc, il y a quand même une deuxième étape intermédiaire pré-contentieuse qui serait d'envoyer une mise en demeure ou un courrier d'avocat ou les deux pour inciter la plateforme à agir et à retirer l'avis. Avant de passer au contentieux, parce qu'après, donc, on a la voie contentieuse, c'est-à-dire saisir un juge, demander à un juge de retirer cet avis. Il faut quand même un petit peu préparer son dossier. D'accord ? On va pas, bille en tête, demander à un juge de retirer l'avis sans même avoir fait des constats. C'est-à-dire qu'il faut rapporter quand même des preuves de ce que l'on avance. Et puis, vous avez deux options. C'est-à-dire que la première option, c'est le référé. Le référé, c'est la procédure d'urgence. Il faut vite retirer l'avis parce qu'il est extrêmement néfaste, ou les avis, parce qu'il peut y avoir un utilisateur qui émet plusieurs avis négatifs et on est sur, encore une fois, une vraie campagne de dénigrement. Le référé, ça vous permet d'agir vite. Parce que, spoiler, les procédures judiciaires, ça dure longtemps en France. Ben oui, et pendant ce temps-là, d'autres clients ont le temps de voir ces commentaires négatifs, etc. Donc, oui. Donc, on a pour ça la procédure de référé. La procédure de référé, c'est la procédure d'urgence et ça permet de prendre des mesures conservatoires de retrait au moins temporaire de l'avis. Voilà, de dire il faut tout de suite le retirer avec une astreinte. Donc, c'est-à-dire que une fois qu'il y a la décision de retrait de l'avis, il y a par exemple 100 € par jour de retard de retrait de l'avis. Il y a une sanction économique qui permet de s'assurer normalement de la bonne diligence de la partie qui doit retirer l'avis. Donc, mais dans le cas d'urgence, ça prend quand même du temps, non ? Alors, ça prend du temps, mais ça prend moins de temps. C'est-à-dire, alors, ça dépend des cas de figure, ça dépend des juridictions, c'est du cas par cas. Mais on peut avoir une date dans le mois, voire dans les semaines à venir d'audience. D'accord. Voilà. Sauf que, en face, ils vont peut-être prendre un avocat, ils vont peut-être répondre, il va peut-être y avoir un renvoi au mois d'après. Mais on va dire que ça se compte en semaines ou en mois et pas en années. D'accord. Parce qu'une procédure, ce qu'on appelle au fond, donc classique, c'est plutôt 1 an et demi, 1 an minimum. Alors que le référé, normalement, en plus c'est une procédure orale, donc normalement c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut être plus, mais voilà, ça va plus vite malgré tout. Donc c'est pas dans les 2 jours, on n'est pas aux États-Unis dans les séries américaines où on a l'impression qu'ils disent oh là là il s'est passé ça, ils vont voir le juge dans l'après-midi, ça n'existe pas, sachez-le, mais on est quand même sur des délais qui sont plus raisonnables. D'accord. Sauf qu'on est sur des mesures qui sont temporaires, donc on peut pas avoir des dommages et intérêts, par exemple, on peut avoir une provision, mais on peut pas avoir des dommages et intérêts en référé. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut aller au fond sur une procédure plus longue. Donc ça va dépendre aussi de ce que vous voulez obtenir. Si c'est un concurrent et qu'on est sur de la concurrence déloyale et que vous avez perdu de la clientèle à cause de cette campagne de dénigrement, peut-être que vous avez envie de demander des dommages et intérêts à ce concurrent-là, auquel cas il faut faire en 2 étapes. D'abord la procédure d'urgence pour le retrait immédiat de l'avis, et puis ensuite la procédure qu'on appellera au fond pour demander des dommages et intérêts. Mmh. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire justement ? Parce que imagine quand tu engages une procédure comme celle-ci, je veux dire, cet avis reste. Oui. Okay. Et tu peux pas dire évidemment que tu as engagé une procédure judiciaire contre cette personne. Non, mais on peut quand même dire, moi ce que je vois souvent et qui fonctionne quand même, c'est les réponses où on met en exergue le fait qu'on ne connaît pas cette personne,
que cette personne n'est pas cliente de l'établissement, par exemple, ou de la structure, de l'agence de voyage, que par conséquent, on est en train de faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais on est très surpris de cet avis, qui semble totalement infondé. Si c'est un client, on peut aussi dire qu'on est très surpris du ton employé et des allégations extrêmement graves qui sont faites à l'encontre des services ou de la personne, et que dans ce cas-là, on est en train de, pareil, d'essayer de faire toute la lumière sur ce qui a pu se passer, puisque, encore une fois, ça correspond pas à un cas de figure qui s'est présenté dans l'établissement. Voilà, juste histoire de dire, attention, c'est pas un commentaire vrai, quoi. Et si par ailleurs, il y a eu des réponses aux commentaires, systématiquement aux commentaires positifs qui ont été faits pour remercier, si quand il y a eu un commentaire un peu négatif mais mesuré, on a pris la mesure, on a dit désolé, on fera mieux, on prend note, on fera mieux la prochaine fois. Si sur celui-là vous répondez on est quand même surpris parce que ça correspond absolument pas à des services qu'on propose ou à un incident qui nous a été rapporté, et donc on peut émettre des doutes quand même sur l'intention de cet avis, c'est quand même pas la même chose. Si vous répondez que sur celui-là, oui, là, il y a un côté, dès que c'est négatif, d'accord, c'est un menteur. C'est pour ça que ce que tu disais sur l'importance de répondre systématiquement, c'est hyper important parce qu'il en va de votre crédibilité. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, le judiciaire, il est possible, mais pour aller au judiciaire, il faut quand même faire alors minima des captures d'écran, évidemment, mais idéalement, il faut carrément qu'un huissier intervienne. Il faut que l'huissier intervienne pour pouvoir prouver qu'il y a bien eu cet avis à telle date. Ça, c'est important. Et je vais même plus loin. Contre qui on agit? Comment on prouve que c'est par exemple un concurrent qui nous veut du mal? Il faut tracer, parce que ça va être encore jolie poupée ou je sais pas moi, peu importe le pseudo, mais en tout cas, on peut pas l'identifier. Donc, il va falloir l'identifier avant de pouvoir agir en dommages et intérêts contre cette personne. Et pour ça, on a des moyens techniques, mais il faut faire appel à un expert qui va tracer l'adresse IP. On peut, a priori, moi, j'ai pas les compétences pour le faire, l'avocat pourra pas le faire, vous-même, a priori, non plus. Donc, il faut qu'un expert puisse retracer qui est à l'origine. Pour ça, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on croise plusieurs données. Il y a l'adresse IP qu'on va retrouver, et puis contacter les opérateurs pour savoir vers qui ça nous mène. Donc, il y a ça en amont, donc ça peut prendre un peu de temps, il faut l'avoir en tête. Soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez demander à être autorisé à le faire par la juridiction compétente. Et donc, c'est ce qu'on appelle un 145 dans le jargon, parce que ça se base sur l'article 145 du Code de procédure civile. C'est sur requête, donc ça va très très vite, c'est la procédure la plus rapide. On demande au juge l'autorisation de saisir l'adresse IP, d'interroger les opérateurs pour pouvoir retracer. Donc vous voyez, c'est quand même un process qui est contraignant, un peu long, et donc ça vaut quand même le coup d'aller sur de l'amiable au maximum au préalable, sauf si c'est pas possible, parce que vous savez que c'est encore une fois un concurrent ou un tiers non identifié, et que vous pouvez pas du tout résoudre ce problème en interne. Et si ça vous fait trop de mal, dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut faire. C'est d'abord identifier l'auteur, parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir lui demander des dommages d'intérêt. Et ensuite, faire une procédure de référé d'urgence pour faire supprimer l'avis auprès de la plateforme directement. Puis peut-être demander des dommages et intérêts au fond à un juge pour indemniser votre préjudice, parce que c'est peut-être une perte de chiffre d'affaires, c'est une perte de chance d'avoir de la clientèle, peut-être même que c'est du détournement de clientèle que souhaite cette personne malveillante. Et encore faut-il savoir si on est sur vraiment du dénigrement ou de la diffamation. Parce qu'attention, il y a une liberté d'expression quand même dans notre pays. Quelqu'un qui n'est pas satisfait a le droit de le faire savoir. Voilà. Donc il faut que ce soit malveillant, il faut que ce soit des commentaires qui ne soient absolument pas mesurés, avec une intention de nuire. Ça, c'est malveillant, ça, c'est du dénigrement, à ne pas confondre avec la diffamation. Alors, c'est quoi la différence ? Alors, le dénigrement, c'est vraiment porter atteinte à des produits ou à des services. Ok. La diffamation, c'est à une personne. D'accord.
D'accord? Le patron est un gros bip, parce qu'on va pas dire de gros mots au micro, mais quand on porte atteinte à une personne, physique ou morale, donc ça peut être à une société aussi, c'est de la diffamation. D'accord. Si c'est faux. En revanche, si c'est à des produits ou à des services, c'est du dénigrement. Pourquoi c'est important de comprendre la différence ? Bon, déjà parce que c'est intéressant, mais aussi parce que c'est pas du tout le même régime juridique. La diffamation, vous avez un délai très court pour agir, 3 mois. C'est du pénal aussi, donc vous pouvez porter plainte pour diffamation. C'est pas du tout la même procédure. Alors que le dénigrement, c'est de la concurrence déloyale, vous avez 5 ans pour agir, voilà, c'est quand même beaucoup plus... Il y a moins d'urgence. De toute façon, il faut agir vite, c'est ce qu'on vient de se dire. Donc, quelque part, j'ai envie de dire diffamation ou dénigrement, on n'attend pas 2 ans avant d'aller se demander le retrait du commentaire. Ou alors, je comprends pas trop la démarche, quoi. Mais la différence aussi, c'est que pour la diffamation, il y a une présomption de diffamation. C'est-à-dire que quand vous agissez en diffamation, on présume que c'est bien, et ça c'est très exceptionnel en droit français, on présume que c'est bien diffamant. Alors que, donc du coup, c'est la personne que vous attaquez qui va devoir démontrer l'exception de bonne foi ou de vérité. Non, ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est très bizarre en droit français, puisque normalement, c'est quand on attaque qu'on doit démontrer, c'est le demandeur qui a la charge de la preuve. J'attaque, je dis qu'on a diffamé sur ma personne, c'est à moi de prouver que c'est faux, ce qu'on a dit. Or, en fait, c'est complètement inversé. Donc, c'est vrai que c'est plus confortable d'attaquer en diffamation que d'attaquer en dénigrement où on doit prouver que c'était malveillant. Des exemples de dénigrement, évidemment, si on a des commentaires sur la mauvaise qualité d'un restaurant, des plats ou du service, alors même que le restaurant il n'a pas ouvert, pas de doute sur le fait que c'est du dénigrement, ça on a eu des jurisprudences. Quand on est vraiment sur des termes disproportionnés, c'est du dénigrement. Et quand ce sont de manière générale des faux avis, c'est évidemment du dénigrement. Mais parfois, c'est difficile de tracer la ligne entre un commentaire mauvais et du dénigrement. Alors, ce qui est intéressant aussi de mon expérience, c'est que là, on a parlé par rapport à des réseaux. Ok ? Oui. Donc, des réseaux intermédiaires. Oui. Mais il y a aussi, par exemple, pour ne pas le citer sur Facebook ou quoi que ce soit, il y a la possibilité d'écrire des commentaires. Oui. Et la personne administrateur de cette page a la possibilité de retirer les commentaires. Moi, ça m'est arrivé. Ouais. J'ai exprimé une opinion, ça n'a rien à voir avec le tourisme, mais dans une autre industrie de service. Et la personne, au lieu de répondre, a éliminé, a fait disparaître ce commentaire. Et là, c'est bizarre aussi parce que quand on peut regarder certaines pages, il n'y a que du positif. Oui. Et là, ça devient douteux aussi. Là, ça devient douteux aussi. C'est vrai qu'il y a des réseaux où on peut contrôler, il y en a d'autres où on peut pas. Les Google My Business, par exemple, on peut pas supprimer un avis qui nous serait défavorable, ou alors faut supprimer son compte en entier. Donc on supprime le positif et le négatif. Si on fait ça, c'est qu'il y a plus de négatifs que de positifs, a priori. Il faut quand même peut-être se remettre un petit peu en question, sauf à dire qu'encore une fois, vous êtes victime d'une campagne de dénigrement injustifiée, auquel cas, il faut faire quelque chose en justice pour que ça cesse à un moment donné. On peut pas s'amuser à désactiver son compte et à recréer un compte. Donc effectivement, parfois c'est douteux d'avoir que des 5 étoiles et des commentaires dithyrambiques. On se dit ok, c'est les copains qui ont commenté, sauf quand il y en a encore une fois sur Google ça arrive 250 commentaires positifs, c'est possible. Mais attention, c'est-à-dire que en réalité un commentaire qui serait négatif mais auquel une réponse constructive est apportée, je trouve que c'est intéressant pour le consommateur. Parce que c'est gage de transparence, c'est gage de service client aussi. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a des couacs, c'est vrai, ça arrive, on le sait, mais ils sont gérés. Ils sont gérés et on sait aussi en tant que consommateur que il y a d'autres consommateurs qui parfois exagèrent aussi. Donc, supprimer, c'est pas forcément la meilleure solution, surtout que ça va pas du tout apaiser le client mécontent, qui, de fait, risque de publier sur absolument tous les réseaux, toutes les plateformes possibles. Faut pas alimenter le mécontentement de son client déjà mécontent et supprimer,
ça peut créer cet effet-là. Ok, donc plus ou moins la morale de la thématique d'aujourd'hui, c'est traiter sérieusement les avis Ouais. de vos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Oui. Ok. Oui. Soyez transparent, mais gérez ça sérieusement car c'est extrêmement important pour la crédibilité de votre entreprise, de votre organisation, des services et aussi pour le business. Exactement. On fait vraiment la différence, moi je fais vraiment la différence entre les avis clients, les vrais avis clients mécontents. Pour moi, il faut les traiter, il faut savoir les gérer, il faut savoir répondre, c'est hyper important. Et malheureusement, parce que ça arrive encore, les avis de tiers, faux, du coup, parce qu'ils n'ont pas bénéficié de vos services. Et là, le judiciaire peut avoir son importance et son intérêt. Pour faire supprimer un avis client, un vrai avis client, ça peut avoir l'effet inverse, quoi. C'est-à-dire vous attaquez le client en diffamation ou en dénigrement, alors même qu'en fait c'était un commentaire certes un petit peu énervé, mais qui avait pris source dans une véritable expérience. Attention derrière aux nouveaux commentaires sur le fait que vous attaquez en justice, que vous faites tout pour supprimer. C'est-à-dire que faut penser à ça aussi, quoi. Donc évidemment, on gère au maximum à l'amiable, sauf quand c'est un concurrent qui a envie de vous couler, où là, par contre, faut vraiment attaquer en justice, quoi. Ça, faut pas laisser couler, parce que ça peut se démultiplier et les conséquences peuvent être dramatiques. Et puis il y a aussi ces réseaux, style TripAdvisor ou quoi que ce soit, qui donnent aussi des conseils comment traiter les avis clients sur leur plateforme. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'aller voir là pour avoir des informations, comment communiquer de manière efficiente. Tout à fait. Tout à fait. Et si c'est répété, c'est-à-dire s'il y a des attaques répétées, je le dis parce que je l'ai vu très récemment. Alors rien à voir avec le tourisme non plus, hein, c'était pour un coiffeur, mais je regardais les avis sur Google. Et il y avait des réponses systématiques, mais il y avait beaucoup de réponses qui étaient bizarre, vous n'êtes pas client chez nous. Bizarre, vous n'êtes pas client chez nous. Bon, au bout d'un moment, c'est peut-être vrai, mais j'ai envie de dire faites quelque chose au niveau judiciaire parce que ça arrive une fois ou deux, encore une fois, je comprends. Quand il y a 15 commentaires bizarres, vous n'êtes pas client chez nous, à un moment donné, gérez vos concurrents, quoi. Parce que moi, ça me donne pas très envie, du coup. Ouais. Voilà. Super. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. Et on se retrouve le mois prochain ? Évidemment, quelle question. Bonne journée à toi. Bonne à bientôt. journée, François. Ciao. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.